Ben, merci beaucoup. Donc, je prends la suite pour vous présenter en fait un atelier enfin, qui va essayer de vous illustrer ce que peuvent devenir les étudiants qui sortent de nos filières montagne, qui sont assez nombreuses à l'université, que ce soit à Jacob, en droit, en tourisme, au Bourget-du-Lac, en plus en environnement. Et puis, principalement, la filière qui va être illustrée ici, c'est une filière de licence professionnelle, la licence professionnelle Valpesmont, valorisation des produits et espaces montagnards, dont je vais essayer de vous partager quelques images qui vont arriver pas forcément dans le bon sens, mais tout à l'heure, j'avais réussi à les remettre dans le bon sens. Sauf que là, bien sûr, je ne vais pas y arriver. Bon, si c'est pour les passer à l'envers, c'est peut-être pas. Bon, bref, une filière professionnalisante qui donc est basée sur de nombreuses rencontres de professionnels, de nombreuses sorties de terrain et qui accueille des étudiants qui viennent d'un peu toute la France, issus de filières soit agricoles, soit touristiques, soit environnementales. L'idée étant, dans cette troisième année, de leur montrer combien ces trois dimensions sont toujours liées en montagne. Que vous ayez un projet d'installation agricole, il va falloir aller voir les gens du tourisme pour éventuellement développer un produit agrotouristique. Si vous travaillez dans l'environnement, il faut comprendre que l'environnement de montagne est toujours très contraint par un certain nombre de pratiques agricoles ou touristiques. Et quand vous travaillez dans le tourisme, eh bien, il faut comprendre que toute pratique touristique ne peut pas forcément se faire n'importe où, n'importe comment pour préserver la richesse de nos espaces protégés de montagne. Donc, à la sortie, tous ces étudiants, en tout cas, veulent travailler en montagne. Ce n'est pas toujours simple de trouver son premier emploi. Et donc, l'idée, c'est d'illustrer à travers 4 ateliers, donc plutôt ceux qui se sont orientés vers les sports de montagne, ceux qui se sont orientés vers, j'essaie de les faire dans l'ordre, vers l'environnement, vers le tourisme ou vers l'agriculture, eh bien, le parcours qu'ils ont pu suivre à la sortie de leur licence pro pour finalement finir par travailler dans le milieu qu'ils aiment comme nous tous. Donc, je vais peut-être tout de suite passer la parole à Caroline Meyer, donc une étudiante de cette promo aussi, qui va rencontrer des étudiants qui ont trouvé leur premier job dans les sports de montagne. Alors, Caroline, il faut que tu choisisses de passer à l'écran, donc d'entrer en scène. Oh, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Donc, tu peux d'abord te présenter et puis ensuite faire venir les autres étudiants, enfin les anciens étudiants. Alors du coup, je m'appelle Caroline Millet. Comme l'a dit ma professeure, je suis cette année étudiante dans la licence Valpesmont. Et donc, on a fait plusieurs groupes pour vous présenter un petit peu les anciens de la promo. Et je fais partie, du coup, je représente le groupe sport de montagne. Donc, je vais essayer de faire parler deux anciens de la promotion Valpesmont qui vont donc nous parler de leur job en montagne, si tout va bien. Alors, j'ai vu qu'Alex était là. Donc, il faut simplement, Alex, que tu entres en scène. Et puis, il devait y avoir Charlotte Tillier. Donc, même chose, Charlotte. Alors, je n'ai pas forcément vu. Charlotte, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux entrer en scène? En tout cas, bonjour Alex. Tu peux parler juste pour qu'on voit si on t'entend bien? Apparemment, tu ne nous entends pas. Ton son est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça y est, là, on t'entend. Ah, c'est bon, parfait. Et bonjour à tous alors. Ça fait plaisir de revoir des têtes connues. Je vais me présenter. Alors, c'est pas tout à fait mon premier job de montagne, mais je vais présenter un peu mon parcours parce que j'ai un parcours atypique, on va dire. Donc, je viens d'un BTS GPN, gestion et protection de la nature, que j'ai fait dans le centre de la France au Arboretum national des Barres, au lycée du Chênois. Et puis, je viens en Valpesmont parce que la montagne, c'est toute ma vie. Originaire de Haute-Savoie et voulant travailler en montagne, du coup, je me viens en Valpesmont. Et puis, l'objectif, c'était de travailler dans la montagne autour des sports de nature. Rapidement, je trouve un stage à l'Office du tourisme du Pays d'Alvar pour faire mon stage de fin d'études. Et mon objectif, c'était donc de mettre en place la station de trail de Beldon, Pays d'Alvar.
Et j'ai un super bon contact avec mon directeur de l'époque vraiment, on a des atomes crochus et on a vraiment un contact qui est intéressant ensemble. Et lui se part finalement de l'office de tourisme dans lequel j'étais et puis part dans l'Ain, à Nantua. Donc moi, je suis là, je finis mon stage, ça se passe super bien. Derrière, il m'embauche en tant qu'animateur nature. Alors moi, vraiment, j'étais en tant que stagiaire et vraiment en tant que mise en place de la station de trek de Pays d'Alva, Beldon. Et il m'embauche derrière à la saison d'hiver et c'était bien sympa. C'était pas forcément mon objectif de vie, mais je l'ai vraiment pris comme une expérience. Derrière, mon directeur qui était parti dans l'Ain me dit bah, écoute, Alex, j'ai une personne qui va s'en aller dans mon équipe. J'ai l'opportunité de créer un poste. Je crée un poste en fonction de ton profil pour développer une station de trail donc, dans l'Ain, dans le Haut-Bugey. Bah, je dis très bien, ok, mais bon, bah, du coup, je postule à l'offre, je suis pris et me voilà débarqué dans l'Ain. Bon. Super, sur le papier, vraiment une belle expérience, vraiment des chouettes missions et des missions qui étaient très intéressantes, avec tout à créer, avec vraiment une volonté de dynamiser le territoire. Et là-dessus, c'était vraiment intéressant. Puis j'avais l'expérience de presque 8 mois de stage en Beldon et donc c'était vachement valorisant et sympathique comme expérience. Mais le contexte du territoire du Jura, plus le relationnel avec l'équipe, on arrivait vraiment avec de nouvelles motivations et une nouvelle dynamique. Et le reste de l'équipe de l'Office de tourisme n'a pas tellement accroché à cette dynamique. Et donc, du coup, quand j'ai l'opportunité de renouveler mon contrat, je ne le fais pas dans l'Ain. Parce que, encore une fois, je suis la preuve vivante que le réseau est hyper important. En BTS GPN, j'avais fait mon stage de BTS GPN en animation nature à la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, en animation nature, accueil du public et sensibilisation. Et je suis resté en contact avec l'animatrice, mon ancienne maître de stage de BTS GPN, qui me dit, lors d'un échange, oui, écoute Alex, qu'est-ce que tu deviens? Bah voilà, je suis dans l'Ain, je travaille là. Et elle me dit, bah écoute, moi, je vais pas rester, j'ai de nouvelles perspectives professionnelles qui s'offrent à moi, je veux devenir gardienne de refuge. Est-ce que ça te dirait d'être animateur? Bah ouais, carrément. En plus, ça tombait bien. Moi, j'étais sur la fin de mon contrat dans l'Ain. Du coup, je me signale. Coucou, je suis là. Il y a une offre qui sort. Je postule et me voilà du coup animateur nature à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Pour vous présenter mon job assez simplement, parce qu'il y a plein de volets et je pense que dans ces métiers-là, on est vraiment plus réactif et pluridisciplinaire. Très simplement, j'ai 3 grands volets d'animation dans mon job. Le premier d'animation, c'est animation de site. Je suis donc sur animateur nature pour la communauté de communes et je suis responsable du site du chalet du Col des Montets. C'est un lieu où on accueille des gens et il y a à peu près 50 000 personnes en 5 mois d'ouverture qui transitent par le chalet. Donc moi, je suis responsable de ce site. Ça veut dire entretien du bâtiment, embauche du personnel, embauche des stagiaires, programme d'animation, entretien des volets, des choses comme ça, ouverture du bâtiment au printemps, etc. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, en tant qu'animation, c'est animation en frontal. Je fais des animations. Alors, j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur que j'ai fini en 2017, grâce notamment aussi à la licence pro qui m'a permis de me préparer au probatoire. Exactement. Et donc, mon deuxième volet, c'est animation en frontal. Je fais des animations petites bêtes, la forêt, les animaux en montagne, etc., auprès du tout public. Ça peut partir de la petite section de la vallée de Chamonix jusqu'au club de 3e âge qui transite en bus tour par la vallée de Chamonix. Voilà, donc vraiment très très large comme public. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est animation de projet. Et là, en tant qu'animation de projet, je suis animateur du site Natura 2000 de la vallée de Chamonix. Donc,
pour vous situer, Vallée de Chamonix, d'un côté, vous avez le Mont Blanc, de l'autre côté, il y a le massif des Aiguilles Rouges. Et sur l'ensemble de grosse partie du massif des Aiguilles Rouges, il y a une réserve naturelle, donc la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, et qui superpose le site Natura 2000. Et donc, du coup, moi, pour le compte de la communauté de communes, je suis animateur du site Natura 2000. Et dans ces missions, j'ai 2 groupes de travail qu'on co-anime avec le gestionnaire des espaces naturels de Haute-Savoie, qui est Aster, sur 2 projets. L'un, c'est la sensibilité de la faune en hiver. L'idée, c'est on part du constat de dire qu'on est sur un territoire où il y a du ski de randonnée, du ski hors-piste et des activités de pleine nature en hiver. Et on a également de la faune. Et comment faire en sorte que ces 2 données ne se contradisent pas et ne soient pas incompatibles. Elles peuvent être incompatibles dans certaines conditions. On essaie de travailler avec l'ensemble des acteurs, alors que ce soit les guides de Chamonix, que ce soit les moniteurs de l'ENSA, que ce soit les chasseurs, les écologues. Vraiment, il y a beaucoup de monde autour de la table. Il y a le CAF de Chamonix, par exemple. Il y a beaucoup d'acteurs. Et l'idée, c'est de proposer des choses pour faire en sorte que les gens, quand ils partent en montagne, en tous les cas dans la vallée de Chamonix, nous c'est notre souhait, notre utopie, c'est de dire ok, je pars en montagne, je prends le topo de la sortie, je prends les conditions de neige, je prends les conditions météo et je prends aussi la donnée faune et la donnée faune dans ma pratique de sport. Ça, c'est un des gros travails que j'ai, notamment là en ce moment, à l'automne et puis en hiver. C'est vraiment une grosse partie de mon temps, c'est ce travail sur ce groupe de travail. Et on a un deuxième par rapport aux manifestations de sport de nature. Autour de la table, on a plutôt les organisateurs de trail de la vallée de Chamonix qui sont UTMB, qui sont Marathon du Mont Blanc, qui sont Trail des Aiguilles Rouges. Et puis Evergreen aussi, qui est le triathlon de Chamonix. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, vous organisez des trails ou des manifestations sportives dans la vallée. Vous pratiquez sur des espaces naturels qui sont parfois sensibles, parfois protégés. Comment, de par votre organisation, on peut mettre en place des choses, une espèce de charte environnementale qui permette de respecter l'environnement. Et donc, au départ, on est parti du constat en se disant qu'est-ce que vous faites déjà en lien avec l'environnement et puis qu'est-ce qu'on peut vous amener pour vous aider à mettre en place des choses. Aujourd'hui, par exemple, sur les trails de la vallée de Chamonix, il n'y a plus une bombe de peinture qui est utilisée dans la nature. C'est utilisé en ville, mais pas en nature. Sur les ravitaillements, il n'y a plus de gobelets du tout. On essaie au maximum de travailler sur les circuits courts au niveau des produits qui sont alimentés sur les ravitaillements. On travaille aussi avec du balisage spécifique. S'il y a des endroits qui sont un peu sensibles parce que le sentier passe à proximité d'une zone humide et qu'on s'est rendu compte que le balisage était mal fait sur cet endroit-là à une année, eh ben on va avec eux sur le site pour amener vraiment des solutions concrètes à des problématiques qui peuvent se poser lors de l'organisation de la course, en essayant au maximum d'anticiper, parce que toutes les problématiques qu'on arrive à gérer en amont, c'est des problématiques qu'on gère le mieux possible. Voilà, un petit peu pour vous étayer un petit peu mon parcours et puis du coup mon poste aujourd'hui. Alors je suis plus réactif, du coup je suis salarié de la communauté de communes et maintenant je suis même titulaire de mon poste, fonctionnaire et tout, enfin voilà, en sein de la collectivité territoriale de Chamonix. Et puis j'ai une casquette aussi d'auto-entrepreneur avec mon diplôme d'accompagnateur où de temps en temps sur les week-ends ou sur mes jours de congé, j'emmène des gens en montagne. Voilà. Mais mon diplôme d'accompagnateur me sert presque tous les jours dans mon métier salarié parce que si j'avais pas mon diplôme d'accompagnateur, à partir du moment où j'emmène les gens en montagne pour faire une sortie sur les marmottes, par exemple, je suis tout de suite sur les prérogatives de l'accompagnateur en montagne et ce qui me permet de ne pas être limité dans l'organisation de mon programme d'animation et dans les sorties que je puisse faire en scolaire ou autre. Voilà. Nathalie, tu as le micro coupé. Je vois que tu es toujours aussi dynamique et toujours d'énergie. C'est super. Caroline, tu avais préparé d'autres questions ou... Par exemple, oui, tu vois comment ton métier d'accompagnateur, toi, Caroline, aussi? Comment je le vois moi? Déjà, il faudrait que je le passe. Enfin, je vais essayer de le passer. C'est ton projet. Voilà, oui, c'est mon projet. Et c'est très bénéfique d'entendre ce que tu as à nous dire, Alex. Je pense que je suis pas la seule à être joyeuse d'écouter ce que tu as à nous dire, parce qu'on est beaucoup dans la promo à vouloir passer l'accompagnateur dans les montagnes.
Mm. Et donc, c'est très intéressant. Et du coup, tu m'as dit que tu utilisais beaucoup ton diplôme d'AMM pour ton poste de salarié à la communauté de communes. Ouais, Et ouais. Vas-y. tu passes plus de temps, du coup, à travailler en tant que salarié que juste en auto-entrepreneur accompagnateur. Oh, ouais, complètement. Si tu veux, moi, mon diplôme d'accompagnateur, au début, je l'ai passé vraiment comme une. J'avais envie d'être professionnel de la montagne et depuis tout petit, je jouais au guide quand on faisait les sorties avec la famille, etc. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence. Euh, Mon diplôme d'accompagnateur, je le passe pour travailler avec, mais je le passe aussi pour une reconnaissance de compétences. Et c'est pour ça, je crois que c'est vraiment été un facteur clé, c'est de se dire, dans plein d'offres, même des offres qui ont rien à voir avec l'encadrement, il y a marqué accompagnateur est un plus. Et tu dis, mais ça n'a rien à voir avec le poste. Et je me dis, ah oui, alors c'est peut-être que pour les employeurs, le fait d'avoir le diplôme d'accompagnateur, c'est une reconnaissance de compétences. Et donc aujourd'hui, clairement, moi, mon diplôme d'accompagnateur, ouais, il me sert quasiment tous les jours dans mon métier de salarié. Je suis salarié à 100%, je suis à temps plein, et donc ce qui me laisse globalement peu de temps aujourd'hui pour travailler avec mon diplôme d'accompagnateur en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, il me sert, mon diplôme d'accompagnateur, à être, et plus les compétences derrière naturalistes que j'ai pu développer en lien avec tout ça. Mais du coup, au sein du service espace naturel de la communauté de communes, je suis progressivement un petit peu une ressource pour tout ce qui est connaissances naturalistes et connaissances du milieu pour l'ensemble du service. Et ça, je pense que si j'avais pas eu le diplôme d'accompagnateur, je le serais devenu moins facilement. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au Covid? Tu l'as vécu comment, toi, dans ton métier, enfin, dans tes deux métiers, du coup? Ouais, alors moi du coup le Covid il nous est arrivé dessus très rapidement au mois de mars dernier. On a très vite été en télétravail et moi c'était pas une période qui me dérangeait trop parce que la fin d'hiver et le début du printemps, c'est une période où moi je prépare énormément la saison d'été qui est à venir et donc je passe beaucoup de temps au bureau, je passe beaucoup de temps sur ordinateur à faire des entretiens pour recruter des stagiaires et puis pour préparer le programme d'animation entre la communication, la réservation des salles, etc. Ça me prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, le premier confinement est arrivé assez bien, même si on aurait bien fait du ski un petit peu plus longtemps. Mais il arrivait assez bien dans le sens où la fin d'hiver et le début du printemps, en général, j'ai pas beaucoup d'animation dehors. À Chamonix, il y a encore beaucoup de neige. Les enfants sont encore en cycle ski et donc, du coup, pas trop disponibles pour faire des animations dehors. Donc ça s'est plutôt bien pris. Derrière, forcément, on a un été qui est exceptionnel dans le sens où on est extraordinaire avec une fréquentation qui est bizarre. Beaucoup de monde en montagne, beaucoup de néo-randonneurs, des gens qui n'ont pas forcément la connaissance du milieu, la connaissance de la montagne. On est vraiment sur une nouvelle pratique aussi avec le bivouac. On a beaucoup de gens le bivouac est devenu une activité à part entière et donc avec la problématique des gens qui partent en bivouac à 16 heures et qui vont redescendre le lendemain matin et donc qui partent avec des sacs énormes avec, on imagine bien, les bières, l'enceinte, etc. Et nous, on est en réserve naturelle et c'est des choses qui sont aujourd'hui, l'enceinte par exemple, c'est interdit, c'est une nuisance et donc c'est interdit. Avec des gens qui ne connaissent pas aussi des réglementations liées au bivouac. Donc tout ça, ça a été un petit peu bizarre et on s'est vite fait déborder. Je vais vous donner un chiffre le 12 juillet au lac d'Anterne, qui est un lac de montagne en réserve naturelle, il y avait 85 tentes de bivouac autour du lac. Voilà, le 12 juillet. C'est peut-être plus qu'au camping de Samoin qui est juste en dessous. Donc, pour dire que la fréquentation en montagne cet été, elle a été énorme et je pense que le Covid a fait pour beaucoup, les gens avaient besoin de sortir, aller prendre du temps en nature et n'avaient peut-être pas forcément envie de s'agglutiner les uns contre les autres sur les plages. C'est une des explications. Et puis peut-être on a aussi quelque chose qui arrive, espèce de recherche de bulles de fraîcheur et essayer de venir en montagne pour venir trouver du frais. C'est peut-être des choses et je pense que cet été c'était un peu un été charnière en tous les cas en sein du réseau espace naturel, réserve naturelle en tous les cas de Haute-Savoie. On travaille vraiment sur l'avenir en se disant on espère vraiment que cet été c'était exceptionnel et extraordinaire et que ça ne sera pas tout le temps comme ça. Voilà.
parce que sinon, ça risque, au niveau de la pression anthropique sur les milieux naturels, ça risque d'être vraiment problématique sur du long terme. Et puis là, écoute, la deuxième vague arrive. Moi, c'est l'automne. Pareil, j'ai une phase où je suis beaucoup sur ordinateur et en réunion. Et donc, du coup, la visio, c'est une bonne solution. Et ça me permet, du coup, de travailler sur les groupes de travail que j'ai pas le temps de faire l'été parce que je suis beaucoup en animation. Voilà. Donc, on s'est adapté. On a réduit la voilure en animation parce qu'on a accueilli moins de gens. Dans les salles où on pouvait accueillir 100 personnes, par exemple, on a réduit la voilure parce que norme Covid sanitaire. En sortie, ça nous a pas tellement inquiété. Puis nous, on a l'avantage de s'appeler Chamonix et donc on est plutôt à refuser du monde sur nos sorties et nos conférences. On a ce luxe-là plutôt que d'aller chercher de la fréquentation. Donc voilà pour dire un petit peu comment nous a impacté le Covid. Et puis après, dans mon activité personnelle, c'est clair, cet été, j'ai emmené 0 personne parce que j'ai rarement le temps d'emmener des gens l'été avec mon diplôme d'accompagnateur en perso. Et j'en ai emmené quelques-uns cet automne. Ça a quand même fait quelques sorties automnales avec des collèges et puis avec des clients perso. Voilà. D'accord. Ok. Alors, Caroline, si on veut avoir le temps pour les 4 ateliers, si tu as encore une question, et puis après, il faudra passer la parole à l'atelier tourisme pour que tout le monde ait son temps de parole. alors du coup, on ne voit pas Charlotte? Eh ben, je viens de recevoir un SMS comme quoi elle n'était pas là. Ah d'accord. Bon, alors une Je ne sais dernière pas qui question. m'a envoyé le SMS, mais j'ai reçu un SMS. D'accord, bon, on fera ça alors. C'est dommage. Une dernière question alors pour Alex. Quel conseil pourrais-tu nous donner à nous, futurs accompagnateurs en montagne et futurs, on ne sait pas trop, on fera plus tard. Moi, je pense qu'il faut pas se dire c'est pas fait pour moi ou j'y arriverai pas parce que je me souviens d'une intervention quand on avait fait dans le parc de la Vanoise. On est allé faire une journée, je me souviens plus exactement où, mais il y avait un truc avec une forêt et puis on avait fait un parcours et on avait rencontré les gens du parc qui retravaillaient sur le sentier. Et je me souviens d'une intervention d'une personne du parc qui avait dit « Oh, mais si vous voulez travailler dans les parcs, il n'y a pas de place, c'est pas possible, c'est très compliqué. » Moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est que non, c'est pas très compliqué, il suffit de le vouloir et si tu veux quelque chose, tu peux le faire parce que tu mettras tout en œuvre pour y arriver. Aujourd'hui, c'est allé très vite. Moi, en 3 ans, j'ai eu le poste sur lequel je suis. En sortie de l'étude, je sors de licence en 2014. Septembre 2014, je sors et je rentre en 2016 à la Comcom de Chamonix, mai 2016. Donc en même pas 3 ans, 2 ans, j'ai le poste que j'ai aujourd'hui. Si en sortant de licence Valpesmont, on m'aurait dit Alex, dans 2 ans, tu seras là où je suis aujourd'hui, j'aurais dit non, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, et quand je regarde un petit peu dans l'ensemble des réseaux, que ce soit dans les réseaux empreintes ou dans d'autres types de réseaux comme ça, quand je vois le nombre de postes ou le nombre de profils de gens qui font un peu le même métier que moi, on n'est pas beaucoup et je pense qu'on n'est pas beaucoup en France. Il ne faut pas se dire, oh, du coup, il n'y a pas beaucoup, du coup, il n'y a pas de place, du coup, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Il ne faut pas partir dans cet état d'esprit-là. Et je pense que essayez de trouver vraiment ce que vous avez envie de faire. Et puis, si vous avez trouvé ce que vous avez envie de faire, et ben, vous y arriverez parce que vous mettrez tout en œuvre pour y arriver. C'est le conseil que je peux vous donner. Parfait. Et ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Eh ben, merci Alex. Si tu veux, Caroline, tu peux peut-être en dire 2 mots sur Charlotte, si tu avais échangé avec elle. Mais effectivement, elle ne sera pas là, on peut peut-être juste en parler. Oui, et bien malheureusement, c'est pas moi qui échange avec elle, c'est Louis. Donc je pourrais pas vous dire grand-chose, à part que je suis un petit peu déçue qu'on ne pourra pas l'entendre. Mais voilà, je peux pas vous dire grand-chose de plus. D'accord. Donc en fait, Charlotte, elle a aussi passé l'accompagnateur. Elle a eu un poste sur le Reblochon à la fin de ses études, sur la mise en valeur marketing du Reblochon. Puis elle a travaillé pour le label Pays d'en haut à Chamonix. Et puis ensuite, elle a vraiment valorisé son diplôme d'accompagnateur et elle a choisi de partir faire les hivernales, je crois, en Norvège. Donc elle fait en fait des camps où elle fait de l'itinérance en chien de traîneau. Alors, elle ne s'occupe pas des chiens de traîneau, mais elle s'occupe de tout l'accompagnement qui va avec. Et alors, je ne sais pas si elle le fait toujours, mais je sais qu'il y a 2 ans, elle fait encore tous ces hivernales en Norvège.
Si, elle le fait encore. Alors, elle, pour le coup, Ah bah tu la connais, d'accord. ouais, je la connais bien. On a passé le diplôme d'accompagnateur ensemble et Bah on a oui. passé le probatoire ensemble et puis on se suit un petit peu. Et donc, du coup, là, je crois que là, elle est en Savoie ou Haute-Savoie, là, chez elle. Mais c'est prévu qu'elle reparte en, je crois que c'est Finlande qu'elle va, elle. Ouais, En Finlande, Finlande, tu as raison. voilà. Et donc, elle a développé plein de choses hyper intéressantes avec, quand elle emmène ses clients, elle les fait se tremper dans l'eau glacée, sortir, mode survie, etc. C'est assez chouette et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, son profil aussi est chouette et aujourd'hui, elle fait vraiment des chouettes expéditions dans le Grand Nord. D'accord. Bon, ça m'étonne pas d'elle. Donc, on va laisser la parole au deuxième atelier pour lequel il faut que j'appelle Sophie. Sophie qui doit organiser l'atelier et qui va appeler ses invités. Tu es là? Alors, ah oui, alors il y a des questions sur le côté. Ouais, je vais y répondre en aparté, en Ouais, réponse d'accord, au ok. chat, pas de souci. Sophie Poli, tu es là? Ben, à ce moment-là, on va peut-être passer au troisième alors. Bon. Le troisième atelier, c'était, et on reviendra peut-être au second après si Sophie arrive. Audrey, je t'ai vu, je crois, dans le. Et donc tu vas accueillir Guillaume Vialard pour la partie plutôt environnement. Guillaume, je l'ai vu aussi, donc logiquement vous êtes tous là. Comment je reviens moi? Ici. Audrey, tu es là? Bon, décidément. Eh bien, merci beaucoup et puis à bientôt Oui, alors. oui, merci. Bon, alors Guillaume, ben je sais pas, je vais faire. Ou alors Jade, j'ai vu que tu étais là aussi. Alors, est-ce qu'on passe direct à l'atelier agriculture en attendant que les autres s'organisent? Bonjour, moi, mes antécédentes, elles sont pas là avant. Eh ben oui, voilà, c'est ça le problème. Mm. Ok. Alors écoute, ce qu'on va faire, on va rester sur l'atelier environnement et je vais inviter Guillaume parce que j'ai vu qu'il était là, Guillaume. Et puis c'est moi qui vais faire l'introduction, Guillaume Vialard. Alors attends, il faut que je referme ça. Ouais, parce que Jade, c'est effectivement, si tes invités sont pas là, on va attendre qu'ils soient là. Oui, Guillaume. Alors Guillaume, pourtant je l'ai vu. Bon, ce sont les aléas du direct. D'ailleurs, j'ai vu que Sabine était là. Sabine, on pourra peut-être te faire parler tout à l'heure. Bon, bah alors à ce moment-là, on va rester sur le tourisme parce que j'ai vu que qui était là? Pauline. Pauline Guel-Germain. Il faut que vous vous mettiez. Il faut que ouais, ok. Et là, on n'a pas ton son. Il faut que tu actives ton son. Voilà, bonjour. Bonjour Pauline. Bah, écoute, je sais pas, moins qu'un étudiant du groupe de Audrey veuille, pas de Audrey, de Sophie veuille. Ah bah bonjour Sophie. Voilà, voilà. on t'avait perdu. Bonjour. Ok. Eh ben écoute, je te laisse présenter tes invités. Parce Très qu'il bien. y a Marion, je crois aussi. Oui, c'est ça. Alors, comme je suis Sophie Poli, donc, avant la licence professionnelle, j'ai fait un bac littéraire, puis un BTS agricole dans le développement, l'animation des territoires ruraux. Et donc, à présent, je vous propose de découvrir les métiers de la montagne en lien avec le tourisme. Donc, deux intervenantes vont nous partager leur parcours. Alors, Pauline Gell-Germain et Marion Besnard. Alors, bonjour Pauline Bonjour. Gell-Germain. Donc, vous avez passé la licence professionnelle Valpassemont en 2015-2016. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'entrée de la licence, vous saviez déjà vers quel domaine professionnel vous tournez par la suite? Alors, moi, du coup, j'ai fait un BTS tourisme. Donc, je voulais rester dans le domaine touristique déjà de base. C'était mon objectif. La licence, en fait, j'avais pour objectif de mieux connaître le milieu montagnard dans lequel j'habitais.
Et bien sûr aussi de savoir ce que c'était le développement local et connaître d'autres métiers en lien avec le tourisme en montagne. Voilà, c'était ça l'objectif. D'accord. Est-ce que au sortir de la licence, vous avez trouvé directement un emploi ou il y a eu un temps de latence Alors, en parallèle de ma licence et pendant les stages où j'étais au musée de l'Ours des Cavernes en Chartreuse, je travaillais au SIAP de Chambéry, donc c'est le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, qui était une branche de l'Office de tourisme à cette époque-là. Donc, j'ai commencé déjà à travailler dans le tourisme en même temps que la licence. Donc, suite à ça, j'ai travaillé à mi-temps à la Chambre des comptes. Donc, c'est une salle d'exposition sur l'histoire du château et des ducs de Savoie. Donc, ce métier m'a été trouvé grâce à mon réseau. Hein. Donc, c'est le musée de l'Ours des Cavernes qui m'avait donné cette embauche. En même temps que je faisais cela, je faisais de la veille, hein, c'est-à-dire que je cherchais toujours un métier à plein temps. Je regardais sur des sites spécialisés comme Emploi Espace ou encore les emplois territoriaux. Et puis bien sûr, hein, j'avais une alerte Indeed. Et parallèlement, je faisais aussi donc, des candidatures spontanées. Donc j'étais assez assidue, hein, donc je relançais, etc. Et cela m'a permis de trouver donc mon emploi à plein temps en tant que saisonnière à l'Office de tourisme de Grand Chambéry en juin 2017, donc pour une première saison d'été sur le point d'accueil de l'Office de tourisme Chambéry, Chalaiseau. Puis après, j'ai enchaîné sur une saison d'hiver aux Aillons-Margeria, une saison d'été encore sur Chambéry et Chalaiseau. Ça m'a permis de faire de voir différents offices, différents secteurs, montagne, ville thermale. Et donc aujourd'hui, maintenant, je suis à l'Office de tourisme de Grand Chambéry, mais sur le point d'accueil de la Ruche Boutique en CDI depuis novembre 2018. Voilà. D'accord. Alors, comment s'est passé donc le recrutement s'est fait au fur et à mesure alors ou comment s'est passé le recrutement pour intégrer votre poste actuel Alors en fait, j'ai postulé en amont, c'est-à-dire qu'avant même que l'offre soit sortie, j'avais déjà envoyé mon CV. Je m'étais déjà présentée. Hein, j'essaie toujours d'être connue, on va dire, dans le secteur, de me faire connaître. Et donc, en fait, j'ai juste pas lâché. Hein, je me suis présentée à plusieurs reprises et au moment où ils avaient besoin de recruter, j'étais là. Voilà. D'accord. Et donc, quelles sont les missions quelles sont les missions actuelles donc dans votre emploi aujourd'hui? Alors, je peux parler de l'évolution un peu des missions que j'ai eues en fonction des saisons. Parce qu'au tout début, en fait, j'avais des missions très accueil. Donc, je faisais de l'accueil physique, de l'accueil téléphonique, du mailing. Puis après, donc en arrivant donc sur les Aillons Margeria, je faisais aussi tout ce qui était en lien avec la centrale de réservation. Puis après, donc la troisième saison, j'étais aussi, je me suis occupée de tout ce qui était sur l'office de tourisme de Chalaiseau. Donc aussi bien la compta, gérer l'office. Et on était aussi en démarche qualité pour acquérir le label qualité tourisme. Donc je me suis occupée de ce dossier et de l'audit à cette époque-là. Et aujourd'hui, du coup, donc je suis à la Ruche Boutique. Donc c'est un point d'accueil qui a ouvert en 2017, donc qui est récent. Hein. C'est un point d'accueil qui vise plutôt à être une boutique, donc qui met en avant les savoir-faire locaux, les producteurs de la région. Donc, par le biais de grandes anciennes comme Routin, où on peut déguster les sirops d'ailleurs chez nous en temps normal. Mais il y a aussi des petits viticulteurs. Hein. Il y a des petits viticulteurs de 4 hectares, par exemple. Mais aussi, on vend donc de l'alimentaire, d'autres produits décoratifs d'artistes chambériens. Et puis aussi des opinels, etc. Donc, je m'occupe de tout ce qui est conseil en séjour. Hein. On a aussi un point d'accueil, donc pour accompagner les visiteurs à découvrir notre territoire. Et puis, le promouvoir, bien sûr. Je m'occupe aussi de la partie boutique, c'est-à-dire donc je fais de la vente, je gère les stocks,
le suivi de marchandises, les livraisons. Et à côté de ça, j'ai aussi une autre facette qui est plus sur la communication. Donc, je m'occupe en équipe de la base d'Apidae. Je fais donc des newsletters, je l'écris, je l'envoie. Je m'occupe aussi des différents réseaux sociaux. Donc, je fais du contenu, hein, je crée des visuels aussi pour ça. Et on fait aussi des ateliers plusieurs fois par mois. Donc, je m'occupe aussi de la gestion de ça avec ma collègue. Voilà. Aujourd'hui, où en sont mes missions? D'accord, entendu. Donc aujourd'hui, le contrat que vous avez, c'est quel type de contrat Là, je suis en CDI maintenant. D'accord. Et vous avez directement été embauché en CDI alors? Alors non, du coup, au départ, j'étais en contrat saisonnier, puis une pause d'un mois, puis un autre contrat saisonnier, puis encore une pause, puis encore un contrat saisonnier qui a été... Du coup, j'ai eu l'opportunité en interne d'avoir un CDI, mais du coup, sur le point d'accueil de la Riche Boutique. D'accord, entendu. Et est-ce que vous auriez des conseils à nous donner Alors, déjà, il faut savoir que le domaine du tourisme, c'est un domaine où il y a beaucoup de personnes qui recherchent un emploi. Il n'y a pas forcément non plus beaucoup d'offres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sortent du domaine du tourisme. Donc, je pense que l'important, c'est déjà de savoir se faire un réseau, de l'entretenir. Donc, même dès un premier stage, hein. Donc, prendre des nouvelles de façon formelle ou informelle. Par exemple, voilà, moi, mon ancienne maître de stage du musée de Lourdes, je la vois régulièrement et je demande toujours des nouvelles. Voilà. Ensuite, donc, je pense qu'il ne faut aussi pas hésiter à demander des lettres de recommandation. Donc, des anciens maîtres de stage ou des anciens travails, il ne faut pas hésiter hein, à être recommandé. Il faut avoir aussi un CV toujours à jour, même quand on est en poste. Donc, avoir aussi un profil LinkedIn, hein, ça marche très bien aussi, pour pouvoir être en interaction avec des personnes qui vous intéressent, parce que c'est fait pour. Et donc, pas aussi hésiter à faire des candidatures spontanées, parce que pour moi, c'est ça qui a marché. Donc, ça a fonctionné aussi parce que j'avais un réseau. Voilà. Donc, tout est un peu lié. Il faut mettre tous les leviers pour pouvoir trouver un emploi dans ce milieu-là. Très bien, entendu. Ben, je vous remercie. Avec plaisir. C'est vrai que l'importance du réseau, vous l'avez souligné pendant toute la durée de l'entretien, et je pense que c'est quelque chose justement à mettre en avant. Oui. Ben, je vous remercie. Merci à vous. Alors, nous allons maintenant échanger donc, avec Marion Besnard, qui a passé la licence. Bonjour, donc vous avez passé la licence professionnelle Valpesmont en 2005-2006. Alors, est-ce que à l'entrée de la licence, vous saviez déjà vers quel domaine professionnel vous tournez par la suite? Oui, bonjour. Oui, ça remonte déjà à la préhistoire du 21e siècle, l'année où j'ai passé du coup la licence. Oui, je savais déjà où je voulais m'orienter. Moi, je sortais d'un BTS en communication des entreprises, donc pas vraiment tourisme, mais j'avais beaucoup exercé en office de tourisme, principalement au CESI. Et c'était vraiment un milieu vers lequel je souhaitais m'orienter, donc tourisme en montagne et événementiel. Et en fait, cette licence, moi, elle me parlait beaucoup pour acquérir plus de légitimité en fait dans la montagne. Moi, je suis bretonne d'origine, j'étais pas du tout du coin, j'avais pas de réseau justement à l'origine, si ce n'est en faisant quelques saisons un peu au fur et à mesure. Et je trouvais super intéressant d'avoir en fait une vision globale de la montagne et de pouvoir après être plus légitime pour en parler de tous les sujets montagne auprès des acteurs de la montagne. D'accord, très bien. Et donc, quel a été votre parcours alors à la sortie de la licence en 2006, ouais. Du coup, en juillet 2006. Donc moi, je travaillais déjà un petit peu avec l'Office du tourisme des saisies en saison ou alors sur des événements l'été comme le Tour de France à la voile. Le stage que j'ai fait pendant la licence, je l'ai fait à l'Office de tourisme d'Arèche, qui est pas très loin non plus. Bon, c'est là où j'habite, hein, c'est pour ça que ça reste très concentré régional. Donc sur l'organisation d'un salon, donc ça s'orientait de plus en plus sur l'événementiel.
Et au sortir de la licence, j'ai fait 2 ans au Ménuire à l'Office de tourisme, au service animation événementielle, avant de rejoindre de nouveau les saisies où j'ai exercé pendant 8 ans le rôle de responsable événementiel de la station. Et là, clairement, c'était parfaitement tout ce que j'ai appris en licence qui a été mis en œuvre, vraiment. C'est-à-dire que vous en avez parlé au tout début, quand j'organisais des événements, par exemple une compétition VTT, une rando VTT, on ne peut pas le faire sans comprendre les enjeux qu'ont les agriculteurs dans la montagne. On ne peut pas le faire sans comprendre tous les enjeux environnementaux qu'il y a dans les zones dans lesquelles on passe. Et en fait, tout est intimement lié. C'est vraiment parfaitement ce qu'on a vu dans cette formation. Enfin, tout m'est resté en tête et je l'applique vraiment très régulièrement dans mes métiers. Donc voilà, pendant 7 ans, j'ai fait ça. Après, il y a eu une petite pause dans le parcours où je suis remontée en Bretagne et je me suis reformée plus sur du marketing digital. Et en revenant en Savoie, il y a déjà 3 ans, j'ai repris chez le groupe MND, qui est un groupe c'est un aménagement de montagne, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sociétés, remontées mécaniques, enneigeurs, etc., où j'étais chargée de communication chez eux. Et pareil, c'est toujours montagne, il y a toujours tous les enjeux qu'on a appris, que vous apprenez cette année dans votre formation qui étaient en jeu. Et ça donne vraiment une légitimité, je trouve, cette formation, pour pouvoir évoquer tous les sujets de montagne. Et aujourd'hui, voilà, depuis 1 an, je suis à mon compte et je suis formatrice justement sur le tourisme en montagne et également à mon compte sur de la communication, etc. Et toujours dans le milieu montagne, évidemment, du fait de mon expérience et de ces études, très clairement. D'accord, entendu. Et alors, donc, comment dire, aujourd'hui, vous êtes formatrice en montagne. En quoi consiste votre emploi alors En fait, j'interviens, c'est plein de missions quand on est indépendant, on peut, c'est le principe et c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir choisir un petit peu les missions sur lesquelles on va aller. Donc, le versant formation, c'est auprès de l'IPAC, qui est une école supérieure, donc qui est sur le réseau Savoie-Haute-Savoie. Là, c'est sur Albertville, où je vais donner des cours de marketing digital ou de marketing du tourisme. Voilà, justement. Et donc voilà, c'est encore une fois lié aux problématiques de montagne, vu que c'est des étudiants qui sont dans un milieu de montagne et qui souvent font leur alternance dans ce type d'entreprise. Et après, les autres missions que j'ai sont plus de l'accompagnement à la communication, soit création de sites internet, soit création de documents de communication. Mais encore une fois, le réseau que je me suis créé, puis les expériences que j'ai depuis 15 ans en montagne, font que ce sont des clients de montagne. Voilà, ça va être des offices de tourisme, ça va être des petits supermarchés de montagne, ça va être tout un tas de clients différents. Mais pour connaître son sujet, si vous voulez, pour n'importe quel emploi que vous alliez trouver par la suite, et je vous souhaite surtout celui que vous vouliez, celui que vous aimez, c'est important de comprendre le monde, tout le réseau dans lequel est votre entreprise. Et clairement, que ce soit un office de tourisme ou une supérette de montagne, c'est le même écosystème, c'est la montagne, c'est une station de ski. Et pour comprendre cet environnement-là, je trouve que cette formation est vraiment, la licence pro pour ça, elle est top parce qu'elle apporte vraiment toutes ces connaissances-là. Tout est lié. Voilà, faut jamais oublier que tout a une incidence et tout est lié. Il faut mépriser aucun des secteurs que vous étudiez. Est-ce que, je reprends la parole, Sophie, juste pour poser une question. Donc, bonjour Marion, donc ça fait longtemps que je n'avais pas de nouvelles. Alors, il se trouve que dans les anciens, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui créent leur entreprise. Alors, souvent, ça peut faire peur aux jeunes. Donc, toi, on voit que tu as eu tout un parcours avant pour créer ton entreprise et que ça t'a permis, du coup, d'avoir effectivement tout un réseau. Mais est-ce que tu peux donner quelques conseils ou les difficultés que tu as pu avoir au tout début de la création de ton entreprise après ce parcours? Alors, moi, tu as eu, etc. Alors, le statut que j'ai, alors moi, j'ai un peu triché parce que pour l'instant, justement, je fais encore partie de ceux qui ont un peu la trouille et j'ai pas encore passé le cap de me mettre en auto-entrepreneur. Donc, je suis ce qu'on appelle en portage salarial. Donc, en fait, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que je suis indépendante, je démarche mes clients, je fais mes propres devis, je fais donc mes propres tarifs. Par contre, par la suite, c'est une entreprise tierce qui me salarie. Par exemple, je suis en contrat chez eux pendant 6 mois, c'est à peu près le temps que je puisse avoir des missions avec les différents clients que j'ai trouvés. Et eux, tous les mois, me salarient. En fait, l'argent leur est versé. Eux prennent une petite commission, font tous les papiers et me resalarient derrière.
Mais je pense que je vais franchir le cap et que je vais passer auto-entrepreneur. Après, les difficultés, c'est au début, c'est quand on se lance et qu'on démarche un peu à tout va, on se sent pas légitime en fait. Au début, on a un petit peu la trouille, un peu de ne pas convaincre, de pas être bon, de pas tout ça. Et en fait, c'est un effet boule de neige. C'est vraiment comme pour tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le pied dans un, avec, comme dans un métier, comme ce que disait Pauline, une fois qu'on rentre dans le monde du tourisme, eh ben, on est recommandé. Et puis finalement, lui, il connaît machin. Enfin, comme ce que disait également Alex avant, c'est ça. C'est vraiment, on est recommandé, on se rappelle. Le directeur connaît l'ancien. Ah bah ouais, bah, elle est super. Attends, je te la recommande. Et hop, ça fait effet boule de neige comme ça. Et qu'on soit salarié ou indépendant, c'est la même chose. Moi, j'avais peur jusqu'à ce que j'ai mon premier contrat d'indépendant. Et maintenant, ça s'enchaîne de cette manière, en fait. Ok. Je vais répéter les mêmes choses qu'on dit ceux avant, mais privilégiez votre réseau. Alors ça paraît bête, hein, parce qu'au début on se dit mais c'est quoi un réseau? Moi j'en ai pas, je connais juste une personne. Ouais, mais une c'est déjà ça, celle chez qui vous avez fait le stage. Si vous la convainquez, si vous êtes bon déjà, elle va vous garder en tête. Voilà, donner des petites nouvelles de temps en temps par mail, etc. Les saisons, c'est top pour commencer, ça permet quand même de bien rencontrer du monde. Il n'y a pas de mauvais métier, il n'y a pas de sous-métier. Tant qu'on le fait avec passion et qu'on montre qu'on est bon et investi, ce sera toujours bon par la suite, on vous le rendra toujours, vraiment. Ok. Sophie, parce que alors, j'ai juste un doute, c'est jusqu'à 11h ou jusqu'à 11h30 les ateliers? C'est 11h. Quelqu'un de l'organisation? Monique ou... j'ai juste un doute qui m'effleure là. Alors, je crois que c'est jusqu'à 11h. Ouais, donc il faut qu'on respecte le timing pour que tout le monde puisse parler. Donc, peut-être juste pour conclure, Pauline, si tu devais dire deux choses, Pauline et Marion, deux choses qui sont les points positifs de votre situation actuelle et puis peut-être ce que vous aimeriez améliorer. C'est moi qui dois parler en premier. Non. Du coup, ma position actuelle, moi je suis très contente donc d'avoir intégré l'office de tourisme de Grand Chambéry. Hein, c'était mon objectif de base que j'ai atteint. Qu'est-ce que je peux dire en amélioration, c'est ça par rapport à mon poste aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais? C'est un peu ça. Ouais. Du coup, moi déjà, mon métier de base, c'est de faire connaître au mieux le territoire, donc connaître encore mieux. Hein, il y a 38 communes sur notre agglomération pour mieux en parler. Essayer d'accroître l'attractivité du coup de la boutique, de la rue boutique, d'être une meilleure vitrine encore de nos producteurs, de tous ceux qui sont chez nous. Ouais, c'est un petit peu ça. Après, c'est sûr, c'est un peu la période Covid, donc c'est un peu compliqué actuellement. Ça me permet d'avoir d'autres missions, donc de m'améliorer sur d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de monter une boutique en ligne, donc ça m'intéresse vraiment d'avoir de nouvelles compétences. Donc, elle sera en ligne bientôt. On va pouvoir trouver des paniers garnis, nos produits chez nous. Et donc, moi, je suis toujours très intéressée d'avoir de nouvelles missions au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, de refaire venir nos visiteurs à la boutique pour les renseigner au mieux et qu'ils découvrent les produits et nos savoir-faire chez nous. Voilà. D'accord. Bon, dès la fin dès le déconfinement. Si on Exactement. Mais en tout cas, en Marie attendant, on a le click and collect qui va arriver, donc ça sera déjà ça, ouais. Ok. Et toi, Marion? Les points positifs, moi, c'était d'avoir une forme de liberté quand même là dans l'émission. Alors ça, avec le versant plus sombre, hein, c'est-à-dire que des fois, je suis vraiment très libre si j'ai pas de clients qui arrivent pour le coup. Mais bon, là, je me plains pas, ça se passe vraiment plutôt bien. Donc c'est ce côté-là, liberté d'action, liberté de choix de clients. Enfin voilà, ça c'est top. Et dans les points que j'aimerais améliorer, c'est plus de régularité sur l'activité, mais bon, ça fait qu'1 an que je suis lancée, donc il ne faut pas non plus trop en demander. Et j'aimerais vraiment, vraiment rester dans le domaine montagne et pouvoir vraiment accompagner plus d'entreprises du monde de la montagne dans leur communication. Voilà, j'espère que je pourrai encore plus me spécialiser là-dedans et être reconnue comme telle. D'accord. Sophie, je te laisse conclure. Oui, alors, donc Marion l'a également souligné, l'importance du réseau qui permettent donc d'accéder à différents emplois et de se faire connaître.
Et donc voilà, je vous remercie toutes les deux d'avoir participé à ces entretiens. Et donc je pense qu'on peut passer la main au groupe suivant. Donc, qui devrait être Audrey avec Guillaume. Alors, Audrey, tu es là maintenant? Tout à l'heure, il y avait un petit... On avait du mal à te trouver. Audrey, alors attends, il faut que je regarde dans les participants. Si c'est bon, madame, je suis là, non? Super. Bonjour Audrey. Et Guillaume, Bonjour. c'est pareil, Guillaume, je l'avais vu, mais il faut qu'il entre dans la session. Alors, là, pour l'instant, on est encore à l'atelier environnement. Donc là, on attend Guillaume Vialard. Guillaume, je t'ai vu tout à l'heure, enfin, j'ai vu ton nom. Il faut que tu... alors, il faut en bas, il doit y avoir un truc qui te permet d'entrer, en fait, dans le débat. Guillaume, est-ce que tu es là? Si tu as des difficultés, tu peux peut-être mettre enfin, écrire un petit mot. Ouais, ben... Audrey, a priori, doit être là. Guillaume, sans problème ou... Oui. Et en plus, j'ai vu son nom, donc ça veut dire qu'il a été contacté par la boîte de prod. Mais bon, il y a peut-être des difficultés. Est-ce que tu as son 06? Oui. Ce qu'on va peut-être faire alors, puisque l'autre Audrey, bonjour, est là, on va peut-être faire l'atelier agriculture. Et puis, on terminera par Guillaume. Et puis, à ce moment-là, Audrey Antoine, tu lui passes un petit coup de fil pour voir s'il a un souci. Ah, ben voilà, ça devait être un souci technique. Guillaume, tu es là? Ouais, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, mais on ne te voit pas. Eh ben, ça charge. J'ai pas du matériel hyper performant, mais on va peut-être y arriver. D'accord. Et puis, tu es loin. Tu es loin. Je suis loin. Ah non, je suis à côté du portable. Oui. Mettre à jour les paramètres. Bon, ben, pendant ce temps-là, on va laisser Audrey introduire l'atelier. Vas-y, Audrey. Donc, bonjour à tous, Audrey Antonium. Donc, moi, j'ai fait un BTS Sciences et Techniques des aliments en option produits laitiers à l'Université de La Roche. Et en fait, j'ai découvert la fabrication des fromages de Savoie. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette licence professionnelle en valorisation des produits et des espaces montagnards. Du coup, là, on va parler de l'environnement et on va accueillir Guillaume Vialard. Oui. Alors, j'arrive pas du tout à autoriser la vidéo, en fait. Je sais pas pourquoi. Ça bloque. Pourtant, la webcam marche. Mais c'est peut-être pas très grave. Madame, vous n'avez pas de son. Pardon. Je coupe et puis... Oui, Guillaume, on t'entend bien, donc à ce moment-là, bah, pas grave, tu parles et puis peut-être que ça va se résoudre. Ouais, ça fera podcast. Du coup, par rapport à un peu mon parcours, donc j'ai intégré la formation Alpesmont, c'était 2012-2013. Donc j'ai obtenu. À la suite de ça, ça a été un petit peu compliqué pour trouver du boulot. Alors moi, j'avais un objectif, donc c'était travailler dans l'environnement et dans la protection de la biodiversité et notamment pouvoir intégrer une réserve naturelle, comme l'a fait Alex qui parlait là tout au début de la vidéo. Donc actuellement, là, je suis donc voilà, l'objectif est réussi. Je suis dans la réserve naturelle du lac de Remoray. C'est dans le Doubs, à côté de Pontarlier, s'il y en a qui connaissent un petit peu. Et donc, je suis éducateur là-bas dans une structure qu'on appelle la Maison de la Réserve. Donc, je suis arrivé en 2015, septembre 2015. Donc là, voilà, je fête mes quasiment 5 ans dans la structure. Donc, cette maison, elle est gérée par, enfin même la réserve entièrement est gérée par une association. Mon employeur, c'est associatif. Et je gère donc tout ce qui va être déjà accueil du public dans la maison. Donc le système maison de réserve, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais
c'est type muséum d'histoire naturelle où on peut voilà rentrer puis en apprendre un petit peu plus sur l'histoire locale du site et sur la biodiversité. Donc voilà, j'accueille le public pendant les heures d'ouverture. Euh, donc hors horaire d'heure d'ouverture, je vais m'occuper du volet animation. Donc travail avec des scolaires. Là, je suis pas tout seul. Hein, on est quand même une petite équipe de 3 animateurs. Donc avec les scolaires, c'est un peu comme Alex, c'est pareil, hein, travailler avec des scolaires, travailler avec ça va de la maternelle jusqu'au niveau supérieur. On va travailler avec le 3e âge, travailler avec des IME, enfin avec tout type de public. On est vraiment, on se restreint pas à un type de public. Et puis aussi j'ai le côté boutique, ça c'est une de mes missions qui permet quand même de financer à peu près un tiers de nos postes, parce que voilà, nous on dépend pas de subventions, c'est de l'autofinancement. Donc il faut voilà pouvoir salarier toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc ça voilà, j'ai un tiers de temps boutique, un tiers de temps accueil du public et un tiers de temps animation. Voilà un petit peu pour les missions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Du coup, vous aviez fait quoi avant la licence pro Val-Pesmont? Donc avant la licence pro, j'ai fait un BTS GPN, mais pas du tout en montagne, c'était en Bretagne, à Morlaix. Et le fait que je suis arrivé en Val-Pesmont, c'était pour justement découvrir la montagne et puis avoir plusieurs compétences dans différents milieux. C'est pour ça que le BTS, je l'ai fait en Bretagne pour connaître le milieu plutôt, on va dire, marin, entre guillemets, et puis après Val-Pesmont, connaître le milieu montagne, parce qu'après, je suis pas cantonné à une région précise. Hein. Là, voilà, j'ai arrivé dans le Jura, c'est un petit peu le hasard, enfin les opportunités, on va dire, plutôt. Donc j'ai fait Val-Pesmont voilà, pour ces raisons, connaître ce milieu et puis connaître tous les acteurs qui puissent quand même aussi utiliser ce territoire, quoi, pour pas rentrer en conflit les uns les autres, ce qui est dommage. Donc voilà, ça a été un peu compliqué à la fin de Val-Pesmont pour tout de suite trouver un travail, mais ça s'est quand même assez bien goupillé puisque dès juin, donc j'ai terminé en septembre. J'ai pu être embauché quand même un mois en stage pour prolonger le stage que j'avais fait dans une réserve naturelle. Et après, voilà, mon fil conducteur, on va dire, ça a été toujours essayer d'intégrer une réserve naturelle. Donc, il y en a pas beaucoup en France, donc il fallait être très mobile et j'ai eu la chance de pouvoir le faire, d'être appuyé aussi par la famille. Il y a quand même ça, faut pas le nier aussi également. Donc je suis parti en réserve en Gironde, je suis revenu, j'ai fait un service civique, je sais pas si on en a parlé, mais ça c'est assez intéressant aussi également, sous prétexte d'être bien encadré quand même. Et un service dans le Mercantour, c'était une étude de fréquentation d'une réserve naturelle, encore une fois. Donc comme ça, petit à petit, en faisant différentes missions, du bénévolat dans une réserve, du service civique dans une autre réserve, et ben on grossit justement son réseau réserve naturelle. Et puis après derrière, donc il y a voilà cette association qui cherchait un poste en fait directement en CDI. Alors je connaissais ni la région, je connaissais pas la réserve, je suis allé un peu au culot. J'ai dit on verra bien, on va tester l'entretien. Et puis l'entretien s'est bien passé, et puis derrière, bien sûr, grâce au réseau, comme on l'a dit, tout le monde l'a dit là depuis 9h du matin, et ben on m'a conseillé, et puis j'ai pu intégrer directement en CDI la structure. Voilà, l'ambiance me plaît, donc j'y reste. Voilà. Donc du coup, vous avez acquis d'autres connaissances, parce que si vous n'aviez pas les connaissances de la réserve où vous êtes, vous avez déployer d'autres connaissances? Oui, bah après, ouais, connaître le territoire, l'histoire, les produits, après tout ce qui était faune, flore, on va dire on n'a peut-être pas les connaissances, mais on a les compétences pour les reconnaître, pour les apprendre. On va savoir tout de suite comment faire, donc on va le faire tout de suite beaucoup plus rapidement
Donc du coup, voilà, pas avoir peur à changer de région parce que en soi, voilà, on va vite, beaucoup plus vite s'adapter que si on découvre tout de suite. Donc voilà, c'était juste, on va dire, un changement de connaissances. Donc après, bon, on oublie ce qu'on a fait pour les autres réserves, c'est ça qui est dommage. Mais après, voilà, on acquiert des nouveautés comme ça. C'est une actualisation en fait, un peu tout ça. D'accord, ok. Et du coup, là, est-ce que vous souhaiterez évoluer plus tard ou rester toujours dans la réserve? Bah voilà, alors du coup comme j'y suis arrivé, enfin voilà, comme j'ai réussi un peu mon objectif, c'est vrai que ce serait dommage de partir maintenant. Donc là ouais, je souhaite rester dans la réserve. Pour l'instant, niveau possibilité d'évolution, c'est là où c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. Donc une assez grosse structure, mais avec un manque de moyens. Donc voilà, là les possibilités d'évolution, c'est très vite, c'est limité, il n'y en a pas pour l'instant. Et après, ça serait pourquoi pas intégrer des programmes de gestion dans la réserve naturelle, que je fais déjà en fait en bénévolat, et là pouvoir du coup ne pas le faire en bénévolat parce que ça demande quand même beaucoup de temps, c'est très preneur en temps. On compte pas ses heures et derrière le salaire est pareil par contre. Et dans mon souvenir, du coup, là- dans mon souvenir, tu étais extrêmement naturaliste, tu avais fait un super stage sur le rat des moissons. Est-ce que tu peux encore, je m'en souviens encore, est-ce que tu peux encore valoriser cet aspect naturaliste ou tu es vraiment plutôt branché du coup plus sur l'animation ou des choses comme ça? Est-ce que tu n'es pas un peu frustré de ça? Oui, c'est ça. Ah bah, après, dans l'animation, on est naturaliste parce que on va faire des sorties avec des groupes et puis on va essayer d'observer des choses. Après, voilà, moi, je suis peut-être un peu frustré dans le sens où j'ai perdu ce côté gestionnaire. Ouais. Donc, c'est faire des études et on va dire sans vraiment de contact avec du public. C'était mon stage, là, j'avais extrêmement plu là-dedans, mais on va dire les places étant assez vite limitées, il faut savoir aussi faire des concessions et donc voilà, pouvoir trouver sa place et trouver un intérêt. Il y a un équilibre dans tout ça. Donc, pour l'instant, je le trouve dans la structure en discutant, en échangeant avec les autres membres de l'équipe qui eux ont justement ce côté suivi naturaliste que là j'ai un petit peu perdu. Mais c'est ces échanges du coup qui m'enrichissent. Réduisent ma frustration, on va dire. Mais je crois que c'est important à entendre hein, pour les personnes qui écoutent que voilà, on peut avoir une idée de son métier, et puis Alex le disait bien, il faut l'avoir pour justement se donner les moyens d'y arriver, mais après, il faut aussi pouvoir faire des concessions. On ne trouve pas forcément pile poil ce qu'on avait choisi, enfin, ce qu'on désirait, puis ça va se faire progressivement, certainement. Ouais. Ok. Audrey, je te laisse conclure parce que après on va avoir le dernier atelier sur l'agriculture et il faut leur laisser le temps de parole. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir participé. Du coup, nous, on n'a pas eu d'autres personnes qui ont répondu positif, mais vous avez bien montré comment on peut travailler en environnement, et c'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Hein. Et merci Guillaume, j'étais contente d'avoir de tes nouvelles. Ouais. À une prochaine, un jour peut-être autour du lac de Rémoret. Voilà, vous avez l'adresse, venez nombreux. Ouais. On n'a pas parlé Covid, mais là, bien sûr, évidemment, on est fermé au public. Ouais. C'est un peu compliqué et l'année à venir 2021 aussi pose quand même pas mal de questions, donc voilà, on croise les doigts et on souhaite réouvrir rapidement en tout cas la structure. D'accord, merci à toi. Merci Audrey. Merci, bisous, au revoir. Au revoir. Merci. Jade, tu prends la parole pour l'atelier agriculture. Il y a Audrey qui est déjà là et puis il y avait qui d'autre en agriculture, je ne sais plus. Priscilla Rémy, elle ne peut pas parler. Eh ben, écoute, on va commencer avec Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour. Bonjour Priscilla. Bonjour. Eh ben, ce que je vous propose de faire, c'est vous présenter chacune votre tour, nous parler un peu de votre parcours, votre métier actuel. Voilà, je vous laisse la parole. On commence par Audrey? Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Audrey Chevassu. Alors, j'ai participé à la toute première promotion de Valpesmont, donc c'était en 2002-2003. Et donc aujourd'hui, je suis installée à Pralognan-la-Vanoise avec mon mari, Sylvain Chevassu, qui a été en Valpesmont également. Et nous avons une chèvrerie, donc c'est la chèvrerie de Chavières, on est en GAEC. Donc depuis 2010, on est installé à Pralot. Et on a donc un élevage de chèvres laitières avec transformation, vente directe et un petit peu d'accueil à la ferme, qui forcément se réduit s'étend. Mais voilà, avec une station touristique comme Pralognan-la-Vanoise, on a beaucoup de passages, énormément en hiver à la ferme et un petit peu à l'alpage l'été. En gros, pour la présentation. Et après, au niveau de votre parcours? D'accord, j'enchaîne alors. Donc, le parcours, donc, après la licence pro, moi, j'ai fait un Master 1, donc, qui était le développement durable, systèmes territoriaux, donc à l'Université de Savoie également. Donc, ça m'a permis, en fait, j'ai entendu parler de réseau tout à l'heure, et là, ça m'avait permis effectivement de faire mon réseau, puisque j'ai travaillé sur les AOC et le tourisme en Pays de Savoie. Donc, j'ai rencontré beaucoup de coopératives et beaucoup de syndicats de professionnels des fromages et du vin de Savoie. Et ensuite, on a un petit peu vadrouillé, on va dire, en termes de saison. Mon mari faisait de l'alpage. J'ai travaillé en station et on avait choisi de se lancer dans l'agriculture. Et donc, on a eu l'opportunité en 2012 de reprendre une ferme d'un cédant qui partait à la retraite, tout simplement. Donc, c'était vraiment une très, très bonne occasion puisque tout l'outil de travail était présent. Il n'y avait plus qu'à travailler, en fait, il n'y avait plus qu'à bosser. Et donc, on a vraiment développé cette ferme sur le côté vente directe et accueil à la ferme. Donc, aujourd'hui, on transforme 5 à 6 tonnes de fromage par an et la vente directe se fait à plus de 80%. Après, voilà, sur le parcours, je vais vous dire un mot sur les petits boulots qu'on a fait entre-temps, parce que mine de rien, ça aide. Moi, j'ai été animatrice au syndicat des jeunes agriculteurs pendant 2 ans et j'ai travaillé sur un resto d'altitude une saison d'hiver. Et après, j'ai été à la coopérative laitière de Moutier. J'ai fait les visites de l'espace de visite et des caves à la COP de Moutier. Donc ça, c'était juste avant de reprendre la ferme. Et mon mari, on va dire un peu plus classiquement, faisait des alpages, donc transformation de Beaufort, chalet d'alpage l'été et aux remontées mécaniques de Courchevel à l'époque, l'hiver. Voilà, on était sur Beauzelle. Et après, on est monté un petit étage au-dessus à Pralognan. Ouais, Nous, on fait que les chèvres, il n'y a pas le temps de faire autre chose. Voilà, c'est sûr. Merci. On va passer à Priscilla. Bonjour, alors je suis Priscilla Rémy alors du coup je suis sortie en 2014 de la licence, donc Valpesmont, et actuellement du coup je travaille dans une association, l'association mosellane d'économie montagnarde. Donc à la sortie de la licence, j'avais fait un stage dans une fromagerie en Alsace et du coup sur la valorisation de la filière, le Münster AOP Alsace. Et donc, du coup, suite à ça, en fin de compte, je suis partie faire un certificat de spécialisation en production, transformation, commercialisation des produits fermiers dans le Jura, où, du coup, en fait, j'ai été fromagère pendant après 1 an ou 2, parce que du coup, je me suis dit qu'après la licence, je n'allais pas forcément trouver tout de suite du travail dans ce que je voulais faire, parce que du coup, je voulais faire plus de l'animation, développement du circuit court. Donc, j'ai pris cette filière un peu fromagerie pour du coup avoir un petit peu des compétences supplémentaires et du coup, j'ai fait un petit peu de fromagerie. Et après ça, du coup, je suis partie en chambre d'agriculture pendant 3-4 ans et maintenant, je suis en association qui développe toujours et encore les circuits courts. Ouais. Voilà. Et est-ce que les deux, donc en rentrant en licence Valpesmont, vous saviez déjà
exactement ce que vous avez déjà une idée de ce que vous vouliez faire à la fin? Alors, de mon côté, oui, je savais qu'en fait, je voulais travailler dans du développement local. Je savais que je voulais le faire dans la région Grand Est et pour ça, je me suis dit qu'il fallait que je parte un petit peu ailleurs et du coup, c'est pour ça que je suis venue en Savoie pour voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs pour ensuite pouvoir le faire sur notre territoire. Et vous, Audrey? Alors, moi, tout ce que je savais, c'est que je voulais travailler en montagne, en fait. Donc, c'était vraiment le côté montagne qui me passionnait et qui me motivait. Je pense que le côté aussi environnement, au départ, j'étais très… juste avant, j'avais fait un BTS GPN. Donc, j'étais, voilà, un petit côté naturaliste, sans être péjorative. Hein. Et voilà, je me voyais peut-être plus dans la gestion des espaces, etc. C'est vrai que… concrètement, soyons quand même clairs, c'est quand même assez fermé, il y a très peu de postes, ça ne va pas en s'arrangeant. Et finalement, je me suis dit, notamment en retournant avec la licence pro, ou je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais elle se faisait avec le lycée agricole, en partenariat avec le lycée agricole de Renac, et j'avais un petit peu ce côté, ouais, je retourne voir les agris, et finalement, les agriculteurs, surtout donc, dans des élevages plutôt extensifs de montagne, finalement, on est les premiers gestionnaires de l'espace naturel. Donc après, il faut arriver à équilibrer ça avec la gestion des espaces naturels de l'administratif. Donc, c'est un vaste sujet. Mais finalement, voilà, le côté agricole, c'est là que je m'y retrouverai. Et puis après, c'est la vie qui a fait que, voilà, j'ai rencontré mon mari en alpage, et on a choisi de rester dans le côté agricole, dans le côté production agricole. Mais je suis en montagne et ça me va. C'est ce que je voulais. Donc, on peut dire que votre activité actuelle, elle est en lien direct avec la licence Val Besmont. Ah bah oui, complètement. Enfin, complètement. En dedans, oui, puisque la licence, moi, elle m'avait vraiment permis de nous éclairer sur… je dis nous, parce qu'avec Sylvain, on a fait la même chose à 2 ans d'écart. Donc, vraiment de nous éclairer sur le côté de l'interaction entre tous les acteurs, tout ce qui est système sur un territoire, en fait, où effectivement, chacun travaille sur son sujet, mais il faut vraiment bien penser à tous les partenariats qu'il y a autour. Donc, nous, on est une chèvrerie, on exploite un alpage communal, donc on a des relations avec la commune. On fait de l'accueil à la ferme, donc on a des relations avec l'office de tourisme. On a les accompagnateurs en montagne, les professionnels de la montagne. On a une grosse partie de l'alpage qui est en cœur de parc de la Vanoise, donc on a des relations avec le parc national. Après, effectivement, tout ce qui est syndicat agricole, le GIDA, l'ACUMA, voilà, les restaurateurs et hôteliers du village, puisque c'est des clients. Donc voilà, tout ça ensemble, finalement, on touche à tout. Après, on a une vie dans le village. Donc, on a des enfants à l'école. J'ai été conseillère municipale. Donc voilà, ça permet d'être un petit peu partout. Alors, quand on est partout, on n'est pas forcément bien au bon endroit, enfin, comme il faut à un seul endroit, évidemment. Mais ça permet de voir comment tout ça fonctionne et c'est le plus important. Voilà, faut vraiment sortir de la clôture qu'on peut se mettre. Je suis agriculteur, je suis à l'office de tourisme, ou je suis à la commune, ou je suis dans un… Enfin, c'est effectivement ce qu'on apprend en licence, mais ça nous l'avait bien présenté et dans le quotidien, j'espère qu'on l'applique suffisamment. Je pense, mais voilà. C'est le cas aussi pour vous? Oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, ça nous apporte des compétences, une ouverture d'esprit, de pouvoir participer à ce genre de licence pendant une année. Et c'est vrai que du coup, après, dans notre travail par la suite, ça nous apporte quand même des compétences et des capacités pour pouvoir travailler au mieux dans notre travail qu'on a choisi, tel qu'il peut l'être, en fin de compte. Et on voit bien qu'il y a tout qui se croise, que ce soit les offices de tourisme, les communautés de communes, les agriculteurs. Enfin, voilà, il faut pouvoir travailler pas uniquement dans un seul domaine. Autre question, est-ce que vous avez, donc pareil pour toutes les deux, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de votre installation Audrey ou votre prise de poste Priscilla? Et si oui, lesquelles? Si vous pouvez nous en parler un petit peu.
Si je peux commencer. Nous, on s'est installés, on va dire, en 2 temps. On est arrivés tous les 2 en même temps sur la ferme en 2010, mais mon mari s'est installé à titre individuel en 2010 parce qu'au début, on n'a pas voulu, on va dire, mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, on est déjà parti sur une installation aidée pour Sylvain. Et une fois qu'il a eu fini ses engagements, moi, j'étais déjà conjoint collaborateur, mais bon, on a voulu rééquilibrer les choses et être tous les 2 chefs d'exploitation. Donc, on a monté le GAEC en 2016 et donc, je suis repartie, moi également, dans un parcours à l'installation. Quand je parle de ça, c'est vraiment les installations jeunes agriculteurs avec justement toute la paperasse et l'administratif qui se rapporte à ça. Donc, que ce soit l'étude économique, faire des plans économiques, pour pas dire des plans sur la comète, pour dans 4-5 ans sur une ferme, il faut le faire, mais on sait finalement que 6 mois après, ce sera déjà plus du tout comme prévu. Beaucoup de lourdeur administrative, on va dire que c'est ça qui a été le plus compliqué. Donc, finalement aussi d'avoir été... alors, que ce soit la licence pro, Valpesmont ou une autre, d'avoir fait des études, on va dire un bac plus 3, peut-être 4, 2, 3, 4 déjà en BTS, on y touche beaucoup. Tout ce qui est côté rédactionnel, savoir contacter des administrations, faire des dossiers de subvention. Maintenant, ça devient des trucs pas croyables. Il y a des gens qui sont maintenant, qui pourraient faire un job entier pour faire juste des dossiers de subvention pour les autres, quoi. Donc, ça, on va dire, c'est la lourdeur administrative qui est la plus importante. Après, c'est les aléas de la vie, hein, mais comme tout à chacun. Oui, d'accord, merci. Et vous, Priscilla? Du coup, pour la prise de poste, j'ai eu de la chance, oui et non, parce que c'est vrai que sur ce genre de poste, on n'a pas non plus des postes tous les 5 minutes qui sont libres. Et ce que j'avais bien retenu au niveau de la licence, c'était qu'il fallait se créer son réseau, avoir des gens, avoir des contacts avec qui continuer à travailler tout au long de sa vie. Et du coup, mon premier poste, donc, c'était en chambre d'agriculture, dans un territoire où j'étais originaire. Et c'est vrai que du coup, j'avais un petit peu créé tout un réseau, ce qui m'a permis du coup d'avoir un poste avec plus de facilité en fin de compte. Et du coup, la prise de poste, elle était assez rapide et assez facilitée par le réseau que j'avais pu du coup créer les premières années où j'étais en études et les premières années de travail en fin de compte. Voilà. Et est-ce que... pardon. Ouais, je peux juste poser une question. Oui. Parce que vous illustrez en fait deux aspects très différents de travail qu'on peut trouver dans le milieu agricole ou para-agricole, qui est en fait un des milieux qui embauche le plus depuis les 20 ans du début de la licence. C'est à 50% dans ces milieux-là qu'on a réussi à placer les gens. Mais Priscilla comme Audrey, vous êtes vraiment aux 2 extrémités. Donc, par exemple, Audrey, est-ce que tu peux raconter sur l'année, par exemple, combien tu prends de vacances? Et Audrey et Priscilla, tes horaires de travail, parce que il faut avoir conscience de choix, de ses avantages et de ses inconvénients de ces 2 formes de travail dans le monde agricole. Donc, nous, on prend, je dis nous parce que on est en famille, hein, on travaille en couple et on a 2 enfants. Donc, aujourd'hui, on prend quelques jours, généralement fin mai. Donc, une petite semaine ou un gros week-end avec les ponts. En fait, ça correspond à une période où donc nos chèvres sont 6 mois à l'intérieur. Ensuite, au printemps, elles sortent. On les descend un petit peu plus bas dans la vallée. Et fin mai, début juin, on les remonte à Pralognan autour du bâtiment. Et ça nous permet de rentrer les chèvres la nuit, de faire la traite à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu plus léger. On a déjà embauché notre personnel de la saison d'été. C'est un moment où on arrive à s'échapper un petit peu sur quelques jours. Et après, là, depuis que les enfants sont à l'école, on va dire qu'on prend les vacances de Toussaint. Et également, c'est une période en fait de taris. C'est une période où les chèvres sont taris, donc les chèvres n'ont plus de lait nous, en octobre et novembre. Donc du coup, c'est aussi un moment qui est plus facile pour pouvoir partir. Après, donc finalement, on a quand même 2 jours, 2 semaines et demie, voire 3 semaines de vacances par an. Donc finalement, pour des agriculteurs, c'est pas si mal. Je pense qu'il y en a qui n'arrivent pas. Par contre, le reste de l'année, c'est 7 jours sur 7. Voilà. Et l'amplitude horaire, mon mari, c'est autour de 5 heures du matin à 7-8 heures le soir.
voire un peu plus l'été voilà, quand les journées sont longues, ils profitent des longues journées pour travailler dehors. Et moi, ça va être plutôt de 6-7 heures le matin Après, voilà, je ne veux pas forcément mêler la vie de famille, mais si je compte la vie de famille, c'est facilement 10 Oui. D'accord. Mais pour le boulot, en général, à 6h, 6h30, j'arrête. Et toi, Priscilla, l'avantage effectivement de travailler soit à la Chambre d'agriculture, soit dans ton association? Du coup, l'avantage qui en est un et qui ne l'est pas, c'est d'être salarié. Donc, du coup, forcément, on a le code du travail qui implique un nombre d'heures par semaine à peu près approximatif, qui est de 35 heures. Donc, moi, je commence à 9 h le matin, je finis à 17 h. Et puis après, je rentre à la maison et puis je peux m'occuper de tout ce que j'ai à faire à la maison, en fin de compte. Et après, voilà, on a les 5 semaines de congés payés obligatoires, des journées de récupération quand on travaille les week-ends. Quand on travaille en soirée, c'est pareil, on a des récupérations sur le temps qu'on passe en dehors des heures effectives qu'on a à faire. C'est toutes des choses où c'est certain, on a de la chance, oui et non. C'est le code du travail qui l'indique et c'est vrai que du coup, c'est une organisation salariale en fin de compte. Mais après, on fait pas ce qu'on veut. On a des directeurs, des présidents, des élus qui nous imposent ce qu'il faut faire, quoi. Après, c'est le jeu. D'accord. Et tu as beaucoup de réunions le soir, parce que ça faut le dire aussi, quand on est à travailler avec le monde agricole, les réunions, elles sont souvent à des heures qui ne sont pas les heures ouvrables, quoi. Alors, en chambre d'agriculture, 90% des réunions étaient faites avec des agriculteurs. Donc là, les réunions étaient exclusivement en soirée, parce que c'est là où, en fin de compte, ils avaient un petit peu de temps. Après, sur la dernière année, on était parti plutôt sur du schéma après-midi parce que c'était souvent des jeunes exploitants et eux voulaient profiter de leur famille. Donc, du coup, ils restaient en famille le soir et on essayait de caler des réunions plutôt en journée. Après, ça dépend vraiment des groupes d'agriculteurs avec qui on travaille et comment ils souhaitent travailler. Mais c'est vrai que du coup, on s'adaptait aux besoins des agriculteurs pour que ça soit le plus facile pour eux et qu'on puisse avancer ensemble en réunion. Maintenant, en association, on travaille beaucoup plus avec des élus, donc les maires, les communautés de communes, les conseils départementaux et ainsi de suite. Donc là, par contre, c'est des réunions en journée quasiment ou en fin de journée. D'accord. Bon, Jade, je te laisse terminer cet atelier. J'ai une dernière petite question. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de travailler à la montagne, si je peux dire? Ah, moi, j'avais pas ça comme dernière question, c'est pas grave. Alors, l'avantage, c'est là, surtout dans ces périodes un petit peu compliquées, c'est que on est tout seul au fond de notre vallée. Et là, même au printemps, les confinements, les complications qu'il peut y avoir en ville, dans les bassins d'habitation et tout, on est vachement épargné, quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas on a les mêmes contraintes que les autres, mais on va dire que le mois de novembre après avion, sans voir personne, c'est quasiment tous les ans, quoi. On n'a pas besoin d'être confiné pour ça. On vit quand même avec le rythme des saisons, avec l'environnement, avec des animaux, du vivant, avec du contact quand même, dans les périodes normales, avec du contact humain, évidemment, beaucoup, puisqu'on fait beaucoup d'accueil. Après, l'inconvénient, c'est qu'on est loin de tout. Donc, voilà, on parlait des réunions d'agriculteurs. Nous, ça nous bouffe une journée, hein, simplement. Voilà, une réunion, même à Moutier ou à Albertville, on a déjà presque 1 heure de route. Donc, pour le quotidien aussi, c'est l'organisation, mais ça, on s'y fait. C'est d'être loin de tout et éventuellement aussi loin des personnes. Quand on s'est installé un peu plus loin de la cellule familiale, forcément, on ne se voit pas non plus tous les jours, quoi. De mon côté, donc du coup, au niveau de la montagne, les avantages et les inconvénients, c'est pareil, j'avais pas une petite question sur, mais c'est pas bien grave. Ayant toujours été en montagne, c'est vrai qu'il est difficile pour moi de trouver des inconvénients. Après, c'est sûr que on a cette question des villes, du côté urbain et du côté plutôt ruralité, où il faut toujours trouver des projets pour
arriver que ça fonctionne et que ça puisse marcher. Là, par exemple, avec toute cette période de Covid, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir trouver comment mettre en œuvre les circuits courts, comment les développer. Il y a plein de choses qui se font, ça c'est certain, en ce moment c'est le gros boom, mais il faut arriver de pouvoir réajuster tous les 15 jours par rapport à ce qui se passe, comment ça fonctionne et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'en étant en montagne, on n'a pas forcément toujours les réseaux qui sont là, mais on y arrive aussi en fin de compte en association, ça va. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter un petit inconvénient au fait d'être éloigné de tout, on est effectivement éloigné géographiquement et c'est très compliqué. En fait, par rapport aux décisionnaires, on va dire, que ce soit, bon, je ne peux pas le nommer, mais le parc national, que ce soit les décisions administratives, ils sont vachement éloignés finalement du territoire et les décisions se prennent souvent dans les structures qui chapeautent, donc qui sont généralement dans les préfectures. Et ils sont, voilà, les gens qui sont dans leur bureau, bah, ils ont souvent un peu du mal à comprendre, enfin, ou à même imaginer ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est, on va dire qu'au niveau éloignement, dans le professionnel, c'est délicat, quoi, parce que voilà, l'écart entre le terrain et l'administratif, c'est pas l'administratif, c'est le bureau, enfin, le bureau, enfin, je pense que le décisionnel. Voilà, c'est ça qui, on va dire, l'éloignement vient et là-dedans aussi. D'accord, merci. Jade, je te laisse conclure. Oui. Alors, encore une fois, là, on retrouve le fait de se créer un réseau qui est très important pour à la sortie d'études. Voilà. Et également le fait que l'agriculture ne va pas sans le tourisme, surtout dans notre région, et non plus sans l'environnement. Comme vous l'avez dit, Audrey, c'est en corrélation et ça se complète. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à vous deux. On a pu avoir une vision donc d'une exploitante et également une vision para-agricole. Voilà. Et toi, tu peux pas parler de ton projet? Moi, j'ai fait un BTS production animale, donc ça sera dans l'agriculture, mais c'est encore assez flou. Voilà. Je ne sais pas exactement. Mais tu es optimiste? Oui. Pour trouver quelque chose dans l'agriculture? Bien sûr. De toute façon, tu es toujours optimiste. Donc, oui. Eh bien, merci à tous et merci donc, à vous. à tous ceux des différents ateliers, parce que je crois qu'il faut qu'on rende la parole à 11h. Si jamais on avait encore une minute, j'ai vu que Sabine de Dinechin était là. Je ne sais pas si elle peut prendre, mais je ne pense pas, elle ne doit pas pouvoir prendre la parole. Voilà encore une étudiante qui ne se destinait pas forcément à… Sabine, je ne pense pas que tu puisses prendre la parole. Hein. Qui ne se destinait pas forcément au monde agricole, mais qui a fait son stage à la Tom des Bauges et qui, du coup, si je ne me trompe pas, a été embauchée suite à un départ d'une animatrice qui travaillait depuis déjà très longtemps au CITOB, et donc qui a trouvé dans ce qu'on appelle le para-agricole, ce para-agricole si important que ce soit associatif ou institutionnel. Ah, Sabine, tu peux prendre la parole? Bah, vas-y, je ne sais pas si on a encore 1 ou 2 minutes. Bonjour. Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On te voit, mais… Ah, zut. On entend de vagues bruits. On entend quand tu poses les choses, donc il y a du son, mais c'est… Ah, dommage. Essaye de parler quand même, parce qu'en fait, là, tu parles pas. Donc, ouais, si, ouais, d'accord. Non, on t'entend pas. En fait, on entend quelque chose, mais vraiment très lointain. Enfin, en tout cas, moi. Non. Toujours problématique. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a des… Non, c'est pas parce qu'on a dépassé les 11h, sinon tout serait coupé.
Désolée, je ne sais pas si la technique peut faire quelque chose. Non, visiblement, il y a un son qui passe, mais qui est complètement, qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, j'espère que j'ai pas dit de bêtises sur. Donc là, tu vas opiner de la tête. T'es bien aussi Tom en ce moment. D'accord. Ok. Et donc tu fais l'animation et puis l'animation de tous ces agriculteurs qui appartiennent à ce syndicat de valorisation de la tome d'ébauche. Ok. Bon. Dommage qu'on t'entende pas parce que. Bon. D'accord. Et j'avais aussi vu Aurélien. Qui fait partie d'une promo d'il y a très très longtemps. Alors, je ne sais pas si Aurélien, toi, tu peux te connecter, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Aurélien Antoine. Bon, invité en attente. Je ne sais pas si tu peux te connecter un instant. Sinon, de toute façon, on rend la parole, puisqu'il fallait... on avait jusqu'à 11 heures. Ok, donc pour conclure en quelques mots, si Aurélien ne peut pas se connecter, donc c'est clair qu'avec le recul de 20 années d'une licence pro, ce qu'on voit, c'est que des étudiants qui venaient de filière environnement ont parfois trouvé du boulot dans de l'agricole ou du para-agricole, ce qui n'était pas leur projet au départ. Dans l'environnement, on a toujours eu du mal à caser des gens parce qu'avec un bac+3, c'est quand même très compliqué. Dans le tourisme, bien c'est vrai qu'on est quand même assez bien placé dans nos régions pour qu'en démarrant par des saisons, on finisse par trouver sa place dans des offices de tourisme. Il est clair que c'est plus facile dans d'autres massifs, hein, dans le massif central ou les Pyrénées, tous ceux qui venaient de ces régions-là ont trouvé beaucoup plus facilement que chez nous. L'offre est importante, mais la demande l'est encore plus. Et donc, j'espère que ces quelques témoignages auront surtout donné de l'espoir à tous ceux qui sont en train de terminer des cursus dans ces conditions très compliquées du Covid. Hein. C'est clair que c'est pas facile de se projeter actuellement, mais le Covid aura sa fin avant d'autres événements. Et donc, je vous souhaite à tous de trouver le métier qui répondra à votre passion. Et merci au film d'avoir permis à tous ces jeunes, et désormais un peu moins jeunes, pour ceux qui ont fait la première saison de la licence, de témoigner de leur parcours.